La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. Bienvenue sur le réseau de E-Média, bienvenue à iRadio et ITV, votre émission L'air du temps qui reçoit aujourd'hui Serigne Bamba Gaye, qui est analyste politique spécialiste des relations internationales et du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, ancien fonctionnaire du système des Nations Unies. Nous sommes aussi avec Ibrahima Malick Thioune, analyste politique, enseignant-chercheur et aussi juriste. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, l'actualité cette semaine a été dominée par l'affaire des 94 milliards de francs CFA. Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, le Sénégal est tenu en haleine par rapport à cette affaire. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale a rendu son verdict, a sorti son rapport. Les députés qui étaient dans la commission ont tenu une conférence de presse en disant, lors de cette conférence de presse, que Mamour Diallo, le principal incriminé, a été blanchi. Ousmane Sonko, qui avait porter cette affaire au devant de la scène, n'a pas participé à la commission d'enquête parlementaire en disant qu'il ne fait pas confiance aux députés qui étaient dans la commission parlementaire. Il a fait aussi une conférence de presse en fustigeant la publication des rapports en disant que cette publication viole le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et qu'il va porter plainte. Serigne Bamba Gaye, quelle lecture faites-vous de cette affaire? Merci beaucoup Alassane Samba. Avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord dire un grand bonjour aux auditeurs et auditrices de la radio E-Média, également aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision ITélé. C'est également pour moi un grand plaisir de saluer M. Ibrahima Malick Thioune, avec qui nous avons cheminé dans des émissions précédentes. Quand il y a de cela très longtemps, vous étiez brillant animateur et journaliste dans une radio de la place. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le feuilleton continue, pour aller vite. Parce que quand ce scandale a éclaté, il y a eu deux camps, le camp de la dénégation et le camp de la critique qui disait que le coupable désigné était M. Mamour Diallo et que l'accusateur principal, Ousmane Sonko, disait qu'il avait toutes les preuves pour pouvoir justifier la culpabilité de ce dernier. Devant une telle situation, l'Assemblée nationale avait cru devoir monter une commission d'enquête parlementaire pour pouvoir faire la lumière sur ce scandale. Mais il s'est trouvé que la constitution de cette commission d'enquête parlementaire a été une constitution assez controversée. Pour la bonne et simple raison, pour certains, cette commission n'avait pas la neutralité ou l'impartialité requise pour pouvoir rendre un verdict qui serait un verdict insoupçonné. Ce qui fait que ce qui est arrivé hier, loin de trancher la question, ne fait que rebondir cette affaire sous d'autres perspectives parce que non seulement nous n'avons pas entre nous les conclusions de ce rapport pour pouvoir en juger de sa quintessence et dire sur quoi les députés sont fondés pour dire que M. Mamour Diallo n'est pas coupable. Donc nous n'avons pas cette information. Deuxièmement, il se trouve que devant l'ampleur de la somme qui est engagée, je pense que la justice est en mesure de trancher définitivement ce scandale en convoquant toutes les parties, en entendant l'ensemble des parties pour pouvoir, sur la base d'une enquête impartiale, dire effectivement s'il y a un scandale ou pas et permettre à l'opinion de définitivement édifier sur cette question. Au demeurant, je voudrais dire que le fait de créer une commission d'enquête parlementaire est à saluer. C'est un événement rarissime au niveau de notre Assemblée nationale parce que très souvent, l'Assemblée, quand il y a ce genre de questions, ne joue pas le rôle qu'elle devait jouer, non seulement comme pouvoir, le pouvoir législatif, mais en même temps comme étant le lieu où la représentation nationale a la légitimité pour pouvoir faire des investigations et dire in fine comment les finances publiques sont gérées. Je pense que l'Assemblée en tournant, au-delà de cette affaire, Mamour Diallo, c'est de pouvoir montrer à l'opinion qu'elle assume la plénitude des prérogatives que la Constitution lui a données pour pouvoir, à chaque fois qu'il y a un scandale de ce genre, créer rapidement une commission d'enquête. Sinon, elle sera accusée d'être une assemblée partisane qui ne crée que des commissions pour des cas
pour pouvoir en fait mettre certains dans une situation assez difficile. Donc voici en gros ce que je peux dire à l'entame de ces discussions. Malick Thioune, quelle lecture avez-vous de cette commission d'enquête parlementaire, ses résultats? Alors, il faut que je m'associe au remerciement de mon grand frère pour remercier Alassane Samba de nous inviter, remercier les auditeurs, spectateurs, téléspectateurs de iTélé, souhaiter bon vent à cette belle initiative médiatique, cette aventure naissante. Et pour en revenir à la question, c'est une question, comme j'ai l'habitude de le dire, à entrées multiples, qu'il faut éviter pour traiter d'avoir une vision unitaire ou partiale. Moi, je me situer du point de vue de l'analyste et du juriste que je suis, en disant qu'il y a deux entrées possibles pour appréhender la question. Il y a une entrée politique, il y a une entrée juridique, parce que les suites judiciaires n'ont pas encore démarré. Du point de vue de l'entrée politique, il y a un ténor de la politique sénégalaise, en la personne de Ousmane Sonko, qui est le support d'une accusation, laquelle accusation consiste à dire que M. Mamour Diallo, ancien directeur général des domaines du Sénégal, aurait détourné 94 milliards. Sa posture politique fait que un politicien cherche toujours à créer de l'événement, de l'accusation, du tiraillement, de la tension. Donc c'est de bonne guerre qu'il a fait ça. Et sur le plan politique, ce n'est pas forcément critiquable. C'est d'ailleurs une forme, comme une autre, de se positionner comme étant une sentinelle de la bonne gouvernance et être aux aguets de toutes les velléités ou possibilités de malversation. Ça, c'est le point de vue politique. Mais il y a un point de vue juridique. De ce point de vue, il faut qu'on soigne le vocabulaire à l'entame. On ne peut pas parler dans cette affaire-là de détournement de deniers publics au sens juridique du terme. Il aurait fallu, si on veut fixer avec exactitude la bonne qualification, parler d'escroquerie aux deniers publics. Ça, c'est une précision d'ordre technique que les juristes pourront comprendre. Mais lorsqu'on en arrive à cette qualification-là, il y a à réfléchir pour voir quelles sont les possibilités qui sont offertes à M. Mamour Diallo d'escroquer une telle somme. Il s'est passé quoi? Il s'est passé qu'il y a un titre qui a été créé en 1959 pour accueillir les parcelles assainies de Mbao ou de Rufisque. Ce titre, il y a eu beaucoup de péripéties, il y a eu une société immobilière qui l'a acquis, les héritiers ont contesté, après contestation, l'État du Sénégal a payé. Et donc on est en plein dans une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. L'expropriation pour cause d'utilité publique est une procédure qui est prévue par une loi de 1976 et son décret d'application, et il y a une procédure qui est claire. Il y a une enquête qui est menée, après l'enquête, il y a un décret de cessibilité qui est fait. Après le décret de cessibilité, il y a une commission de conciliation qui est présidée par le gouverneur. Et cette commission de conciliation cherche à trouver un accord. Et lorsqu'il y a un accord, il y a des actes d'acquiescement qui sont faits. Lesquels actes d'acquiescement sont des actes qui sont présentés au directeur national des domaines, qui doit juste, en tant qu'administrateur de crédit sur ça, mais constater l'acte d'acquiescement et le soumettre aux autorités pour décaisser. Moi, je ne vois pas, pour être très objectif, je ne vois pas à quel moment de cette procédure-là, M. Mamour Diallo a pu se détourner ou bien escroquer 94 milliards au détriment de l'État sénégalais. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si d'aventure, si par extraordinaire, il était établi qu'il y a eu détournement effectivement de 94 milliards, il faut dissoudre tout de suite toutes les régies financières. Parce que il faut qu'il y ait une chaîne de complicité tellement longue et large qu'il faut dissoudre l'administration des impôts, il faut dissoudre le ministère du budget, il faut révoquer le gouverneur et le préfet, parce que le gouverneur, c'est lui qui... Mais justement, Ousmane Sonko, dans son argumentaire, dit que c'est toute la chaîne qui est complice. Non. Si j'ai bien entendu, si je n'ai rien raté dans l'épisode, il a accusé à titre principal M. Mamour Diallo d'avoir détourné. Moi, mon raisonnement était de dire qu'il est presque impossible, en l'état actuel de l'organisation administrative du Sénégal, que M. Mamour Diallo ait pu détourner cette somme. Ça, c'est une première chose. Maintenant,
il y a quelque chose... Moi, la théorie du tous pourri là, je ne suis pas d'accord. Au Sénégal, on a tous un fond commun. On a un fond axiologique commun, un fond religieux commun, un fond historique commun. On se connaît tous. Ousmane Sonko, s'il y avait à être proche, moi je suis plus proche d'Ousmane Sonko que de Mamoud Diallo, parce que Ousmane Sonko, c'est un devancier à l'Université de Saint-Louis, il était à l'Université de Saint-Louis avec moi, j'ai fait partie des membres fondateurs du mouvement du parti PASTEF, et donc c'est un homme que je connais. Je peux témoigner qu'hier, c'est l'occasion de le dire, je ne lui connais aucune forme de fourberie ou aucune forme de fumisterie. C'est un homme que j'ai connu toujours droit dans ses bottes et très à cheval sur un certain nombre de principes religieux notamment. Mais il reste que sur cette affaire-là, il ne faut pas que, du point de vue de ma proximité avec un tel ou un tel, que je puisse altérer mon jugement de juriste. Ça, c'est la rigueur des textes qui nous rappelle ça. Il n'est pas possible qu'il y ait eu ce détournement-là. Concernant la commission d'enquête parlementaire, il m'a semblé entendre à un moment qu'on disait que la commission d'enquête parlementaire devait cesser tous ses travaux parce qu'il y a une information judiciaire qui aurait été ouverte. Le texte du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 48 dit effectivement que la commission d'enquête parlementaire ne peut pas avoir mené ses travaux lorsqu'il y a sur le même sujet une information qui est ouverte, et lorsque la commission d'enquête commence ses travaux et qu'une information judiciaire est ouverte, la commission doit cesser ses travaux. Mais on n'est pas dans ce cas de figure, parce qu'il n'y a pas d'information qui est ouverte. Il y a une plainte qui est déposée. Le dépôt d'une plainte ne correspond pas rigoureusement au champ juridique à l'ouverture d'une information judiciaire. L'information judiciaire, l'action publique est déclenchée par le procureur de la République qui doit, par un acte, saisir le juge d'instruction qui commence son instruction. Donc il n'y a pas d'information qui a été ouverte. Donc sous ce rapport-là, cet argument-là, il est un peu spécieux. Donc, une fois qu'on a dit cela, il faut saluer l'effort, il faut saluer beaucoup de choses. Il faut saluer l'effort de transparence de l'Assemblée nationale qui, en créant cette commission d'enquête, s'inscrit dans son rôle qui est quelque part le contrôle de l'action gouvernementale. L'Assemblée nationale, rappelons-le, a principalement deux attributions. La première est de créer la loi, sa fonction législative, et elle a également une fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Dans le contrôle de l'action gouvernementale, il y a également des moments comme ça, où il faut aller dans le fond des choses pour savoir de quoi on parle, parce qu'on parle de 94 milliards quand même. 94 milliards, ce n'est pas 3 francs 6 sous. Mais cette commission d'enquête parlementaire, on la critique également du point de vue de sa composition, la jugeant trop partiale. Mais ça, c'est tout banalement le phénomène partisan. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le phénomène partisan qui fait que dans des démocraties de notre type, l'Assemblée nationale est peuplée de membres qui appartiennent au parti au pouvoir ou à la coalition du pouvoir. Donc on peut parfois constater ce genre de constitution. Il aurait été quand même intéressant qu'une commission d'enquête de cette ampleur-là puisse intégrer en son sein des membres qui n'appartiennent pas forcément à la coalition au pouvoir. Il faut le dire. Mais cette commission a fait son travail. Il y a juste une question à discuter, la question de savoir si oui ou non cette commission d'enquête devait publier ses conclusions. Mais il reste qu'aujourd'hui, on ne peut pas rigoureusement parler de publication. Ils sont tenus au secret, mais ils n'ont pas publié. Ils ont fait une conférence, une publication, ils ont fait une communication en donnant un certain nombre d'indications, en donnant la conclusion principale à laquelle ils sont arrivés. On n'a pas une jurisprudence pour une pratique doctrinale assez poussée pour nous permettre de voir quel est le quantum de la publication ou tout ça. La jurisprudence sénégalaise n'a pas encore fixé dans le marbre la conduite à tenir en ces matières-là, parce qu'il est rare, comme l'a rappelé Bamba, qu'une commission d'enquête se tienne dans cette ampleur-là. Pour finir sur cette question-là, moi, je dis que en analysant la question dans le fond et dans la forme, sur le plan politique, je dis que oui, c'était des joutes politiques assez normales entre un opposant et les partis au pouvoir, et ils leur cherchaient des noises un peu partout. Encore que sur cette question-là, il y a un problème de confusion de genre parfois quand quelqu'un parle. Parce que si on regarde la situation de M. Ousmane Sonko, il est en même temps expert fiscal, donc il intervient dans le dossier à titre privé, au titre de son travail. Il est également député, donc il parle au titre de
sa fonction élective, mais il est également chef de parti, il parle au titre de ses visions et obédiences politiques. Donc ces confusions peuvent parfois ne pas participer à la clarification du débat. Mais il reste qu'il est bon que dans une démocratie, les opposants soient des sentinelles de la démocratie, qu'on soit dans une démocratie de proposition, de contestation, de critique, pour que l'action du gouvernement puisse être contrebalancée par les actions. Mais moi, je ne crois pas, je n'ai jamais cru, et après avoir fait beaucoup de recherches sur la question, que M. Mamour Diallo ait pu être d'une manière ou d'une autre auteur d'une escroquerie aux deniers publics. Oui, mais cette confusion qui est entretenue dans la gestion de ce dossier, cette bataille d'opinion que se mènent les deux partis dans ce dossier, est-ce que ça ne contribue pas davantage à ne pas clarifier les choses? C'est tout à fait normal qu'il y ait cette bataille d'opinion parce que, en l'occurrence, ce dont il s'agit, c'est un dossier qui est en même temps un dossier technique et politique. M. Toun l'a rappelé, c'est un dossier qui est éminemment technique, qui ressort des arcanes du domaine de l'État et qui a un certain nombre de technicalités sur lesquelles il a insisté et sur lesquelles je suis d'accord. Mais on sort de la technique ici. C'est que l'accusation est gravissime et ici, ça concerne les finances publiques, les deniers publics. Et à partir de ce moment, je pense qu'il est important pour faire la clarification que cette question puisse être traitée au niveau de la justice, tout simplement. Il faut une suite judiciaire au dossier. Absolument. Comme tous les scandales qui ont éclaté dans ce pays, parce qu'il s'agit quand même de pouvoir laver l'honneur de M. Mamour Diallo ou en fait de le condamner tout simplement. Donc ce n'est pas un argument essentiellement technique qui peut le laver. Il faut faire une commission d'enquête qui devra, au niveau de la justice moins, dire de manière précise qu'est-ce qui s'est passé, qui a tort ou qui a raison. Si Ousmane Sonko a raison, qu'il soit condamné. Si Mamour Diallo a tort, qu'il soit condamné. Je pense que c'est très important qu'il y ait cette clarification parce qu'il y a plusieurs scandales qui ont éclaté dans ce pays. Et ça, ce n'est pas le premier scandale ni le dernier. Il y a une suite de scandales qui ont éclaté dans ce pays et cela a porté a été un coup dur à l'image de ce pays, mais également au fonctionnement de l'administration. Il y a beaucoup de scandales qui ont éclaté et je pense qu'il est important de pouvoir dire qu'à ce niveau, où les finances publiques aujourd'hui sont en jeu, de dire effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Je pense que la meilleure sortie pour tout le monde, c'est l'action judiciaire. L'action judiciaire. Parce que je ne crois pas que cette commission parlementaire va trancher les débats. Au contraire, la polémique va ressurgir. On a vu Ousmane Sonko, quand les parlementaires ont fait leur conférence de presse pour donner la quintessence de leurs conclusions, ce qu'il a dit. Donc, une partie de l'opinion est convaincue et d'autres n'est pas convaincue. Je pense qu'on est arrivé à un moment important. Il faut trancher cette question. Et je pense que, je me répète, la meilleure façon de le faire, c'est d'instruire la justice pour que le procureur puisse se saisir, ou bien s'il y a une plainte, que cette plainte soit traitée afin que nous puissions avoir de manière claire et précise qu'est-ce qui s'est passé. Parce que si on ne le fait pas, on va passer de dénégation à dénégation, d'accusation en accusation, et ceci n'aboutira pas à quelque chose de précis. Alors que si l'action judiciaire est menée avec clarté, sur la base de faits, d'une enquête impartiale, le droit finira par être dit, et quand le droit est dit, ça permet d'avoir un éclairage de l'opinion. Ça permet également de recentrer les débats sur les fondamentaux. Ça permet également de sortir des scories de la politique pour dire que également sur les questions relatives au régime financier, comment ça fonctionne, voici ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et également de permettre au gouvernement de reprendre l'initiative sur cette question. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de brouillard, d'illisibilité. Il y a trop d'accusations et de scandales. Et pour un gouvernement, c'est pas bon. C'est pas bon. Je pense que la question symbolique, elle est très importante. La question du renvoi à l'opinion, comment l'opinion publique voit tout cela. Parce que cette affaire-là, elle est commentée depuis plusieurs mois, pour ne pas dire depuis plusieurs années. D'autres scandales ont éclaté. Je pense qu'il est important, à ce moment où se trouve notre pays, dans le cadre de son histoire, de dire, écoutez, aujourd'hui, nous devons tirer le bilan de tout cela. Et la meilleure façon, c'est de pouvoir dire la vérité, de
communiquer pour que tout le monde soit édifié. Parce qu'il y a trop de suspicions dans ce pays. Énormément de suspicions, énormément d'accusations et de contre-accusations depuis bientôt 2 ans. Et cela a des débordements sur le champ politique. Voyez-vous comment ce scandale a été un sujet de campagne préélectorale. Après les élections, ce scandale a rebondi avec d'autres scandales qui étaient sur le trottoir, etc. Donc je pense que nous sommes aujourd'hui arrivés à une situation où il faut mettre fin à une telle, à cette situation. Et la meilleure façon de le faire, c'est de saisir, de porter ça au niveau de la justice pour que les choses soient clarifiées. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Mamour Diallo lui-même avait promis qu'après l'enquête, la commission d'enquête parlementaire, s'il rend ses résultats, que lui-même, s'il n'est pas satisfait de ce qui a été dit, qu'il va lui-même porter plainte, qu'il avait confié cela à nos confrères de l'Observateur. Oui, libre à lui de porter plainte ou de ne pas porter plainte. Bon, certainement, il a certainement un certain nombre de conseils qui vont l'orienter sur la conduite à tenir. Je suis tout à fait d'accord pour dire que le fin mot de l'histoire est détenu par le juge. Qu'aujourd'hui, la condamnation, la relaxe, ne peut résulter que d'une décision judiciaire. C'est le rôle de la juge que d'arbitrer lorsqu'il y a des différends dans le corps social, entre personnes, entre institutions. Maintenant, M. Diallo, le directeur de l'AMN, avait dit, oui, moi j'ai lu qu'il avait promis d'aller en justice. Mais il y a un problème de timing. Il y a un problème de timing sur beaucoup de choses. Parce que moi, je crois que le timing de la constitution de cette commission d'enquête parlementaire-là pose problème. On ne peut pas avoir quelqu'un qui s'appelle Ousmane Sonko qui est en train de préparer sa candidature et qu'à ce moment-là, qu'on veuille le divertir en le convoquant. Ça, je ne suis pas trop d'accord. Et même le timing de la conclusion, c'est un timing, c'était trop serré. Mais il reste que la question qui se pose là, avant d'en revenir à celle que vous posez, c'est que M. Sonko, il est quand même un personnage politique de premier rang qui a l'ambition de briguer le suffrage des Sénégalais, qui a déjà brigué le suffrage des Sénégalais lors des élections législatives, et ces Sénégalais eux-mêmes l'ont porté à l'Assemblée nationale. Donc moi je crois qu'il y a une courtoisie républicaine qui voudrait que lorsque cette institution à laquelle il appartient, cette institution pour laquelle il s'est battu au point d'être député, que quand il est convoqué par cette institution-là, qu'il puisse répondre. Il n'y a rien de mal à aller répondre, même si, encore une fois, le timing était un peu peut-être mal choisi, il aurait pu arguer et il l'a fait, qu'il n'avait pas le temps. Mais après, il y a deux hommes politiques, on attend, au-delà des accusations, au-delà de la supposition, au-delà des insultes, des invectives, tout ça, on attend également une sorte d'exemplarité. L'exemplarité, ce n'est pas tant le fait de sortir à chaque fois un scandale, ce qui est salutaire, mais c'est également un respect qu'on doit à nos institutions. Autant l'opposition doit respecter les institutions, autant les gens du pouvoir doivent respecter les institutions. Parce que ce sont les institutions qui sont les garants de la stabilité de ce pays-là. Maintenant, la question qui est posée également, c'est que les juges, le travail de la justice est rendu très difficile par les préjugés et les attendus que tout le monde a sur ces justices-là. Avant que la justice ne soit saisie, il y a déjà un jugement populaire qui dit que cette justice-là, quelle que soit la décision qu'elle va rendre, est une décision qui est partiale. Donc dans ces conditions-là, on ne peut pas savoir, c'est le serpent qui se mange la queue. On dit, il faut qu'on aille trancher le sujet devant le juge, et que lorsque le juge tranche de telle ou telle autre manière, on dit que ce juge-là est partial. Il est vrai qu'il y a matière à nourrir cette position-là, parce qu'on a vu qu'il y a une certaine partialité dans le traitement d'un certain nombre de dossiers. Il y a comme qui dirait une sorte de Rubicon qui ferait que ceux qui sont de cette rive-là sont prémunis des affres de la justice et d'autres, et ceux qui n'ont pas encore traversé sont les principales cibles de ça. Ça également, il faut le gommer du mode de gouvernance aussi au Sénégal. La démocratie est un système qui doit mettre tous les citoyens à équidistance de la règle de droit
de son application, mais également des institutions en charge de l'appliquer. Sinon, on est toujours dans ces logiques de suspicion qui sont nourries parfois par des choses assez banales, par des choses comme un agenda assez chargé du procureur ou bien une allusion du procureur, et les gens prennent argument sur ça pour dire que bon, il y a corruption, non, il n'y a rien de ça. Il y a tout simplement que il faut que tous les acteurs de la République sénégalaise puissent chacun jouer son rôle avec la plus grande neutralité, avec le plus grand professionnalisme pour que l'opinion publique puisse avoir une certaine confiance. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde de la transparence. On a dépassé cette logique de parti-là. C'est fini on est arrivé au stade de ce qu'on appelle la démocratie post-partidaire, qui est à la limite une démocratie d'opinion. Vous voyez aujourd'hui, quelle a été l'évolution des grandes démocraties? On a vu que dans les grandes démocraties, il y a eu des regroupements qui étaient hors parti, qui ont accédé au pouvoir. Et maintenant, la revendication essentielle dans ces pays-là, c'est qu'on ait une démocratie à la limite directe avec le référendum d'initiative citoyenne, tout ça. Donc le citoyen, l'opinion est au cœur du jeu démocratique. Et lorsqu'il est au cœur du jeu démocratique, on doit satisfaire les exigences de transparence que l'opinion a. Mais en tout état de cause, il faudrait que les acteurs politiques évitent de plonger pour des raisons politiciennes ce pays-là dans le trouble et le bavardage continu. Justement, est-ce que c'est cette démocratie d'opinion aujourd'hui qui fait qu'on a du mal à ce qu'elle s'accommode un peu avec la liberté d'expression au Sénégal? On a vu le cas Guy Marius Sagna qui a été mis en prison parce que l'État du Sénégal le reproche d'avoir posté sur sa page Facebook que le Sénégal n'est pas à l'abri d'un attentat de la France. L'autre, c'est Adama Gaye qui a écrit des choses dans sa page Facebook qu'on ne peut pas répéter ici, qui font aussi qu'il est mis en prison. Oui, je pense qu'avant de répondre directement à votre question, je voulais rebondir sur la conclusion de M. Tchoum. Sur aujourd'hui, l'exigence populaire en matière de transparence et de redevabilité. Je pense que souvent, dans nos analyses, on ne tient pas compte de cela. Il y a un besoin irrépressible de la population, notamment des jeunes, en matière de transparence et de redevabilité. Et je pense que quel que soit l'homme politique, quel que soit le camp où il se situe, il faut tenir compte de cela. Et d'autant plus qu'au niveau également de l'opinion, on a comme l'impression que souvent les choses ne se passent pas de manière tout à fait claire et équidistante. Je pense que c'est le moment de dire qu'il y a nécessité de revoir le fonctionnement de la justice. Je n'ai rien contre les magistrats, j'ai beaucoup d'amis. Il faut revoir le fonctionnement de la justice. Parce qu'il ne serait pas bon qu'il y ait un divorce entre la population et la justice. Parce que la justice est le dernier rempart dans une démocratie. Et il faut que nous puissions conserver ce rempart. Il faut avoir confiance aux juges. C'est pour ça, tout à l'heure, je disais que seul le juge peut trancher ce débat. Ce n'est pas des politiciens, des parlementaires qui vont le trancher, c'est le juge. Donc nous devons faire en sorte que notre justice puisse être une justice impartiale, une justice qui soit équidistante des partis et qui joue son véritable rôle, c'est-à-dire qui est le garant du fonctionnement des cours et tribunaux et qui permet aux citoyens, en cas de problème, de pouvoir tester en justice et d'avoir une réponse qui donne satisfaction, une réponse qui apaise et qui fait que le citoyen croit en sa justice. Ça, c'est un enjeu central pour notre démocratie. Absolument. Et il me semble aujourd'hui qu'on est à ce tournant. Malheureusement, on n'a pas suffisamment le temps de le dire. Pour rebondir à votre question, je pense que depuis bientôt 20 ans, on constate au Sénégal que les gouvernements en place ont souvent tendance à durcir le ton vis-à-vis de certains opposants. Les deux opposants que vous venez de signer, Guy Marius Sagna et Adama Gaye, se sont illustrés ces derniers temps par leur position excessivement critique vis-à-vis du gouvernement en place. Guy Marius Sagna s'est distingué dans le mouvement anti-CFA, dans son mouvement La France dégage, et Adama Gaye, depuis un certain temps, est impliqué sur la question du pétrole. Et il a eu à écrire sur cette question. Il a eu également à écrire sur sa page Facebook beaucoup d'écrits qui lui ont valu aujourd'hui la situation dans laquelle il se trouve. Je n'ai pas lu ce qu'il a écrit. J'ai vu dans la presse ce dont il serait coupable
Donc je ferai très attention. Il y a toujours la présomption d'innocence. Au moment où on parle, seul un juge pourra dire de manière très claire qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit, c'est condamnable ou pas. Donc je pense que ça c'est le premier élément. Le second élément, c'est aujourd'hui la portée virale des réseaux sociaux qui aujourd'hui deviennent des outils pour façonner l'opinion. Un petit tweet, une petite phrase peut faire mouche et valoir à son auteur une situation comme celle à laquelle que vit aujourd'hui Adama Gaye et Guy Marius Sagna. Devant cette situation, le gouvernement estime que ces deux personnes sont fautives et on a actionné la justice et ces deux personnes sont arrêtées et aujourd'hui, je pense qu'elles seront déférées devant le parquet et cela crée l'indignation. Pour d'aucuns, ce n'était pas nécessaire. On est en train de violer la liberté de presse, la liberté d'opinion. Les libertés sont menacées au Sénégal. Pour d'autres, le gouvernement n'a fait que jouer son rôle. Il faut sévir parce que trop c'est trop. Donc la question est de savoir véritablement comment apprécier cette situation pour dire effectivement est-ce que les libertés sont menacées au Sénégal. Non, je ne pense pas que les libertés soient menacées au Sénégal. Il y a aujourd'hui une situation qui est une situation déplorable. Des personnes aujourd'hui sont arrêtées. Donc nous attendons une fois de plus que la justice soit dite de manière impartiale. Jusqu'à preuve du contraire, ces deux personnes sont présumées innocentes. Donc on leur reproche des choses. Est-ce que ces personnes sont l'auteur même de ces textes postés sous le mur? C'est la question que je me pose. Est-ce que ces personnes sont l'auteur? Il me semblait qu'Adama Gaye a refusé d'être l'auteur d'un certain poste sur son mur. Ça, il appartiendra au juge de dire effectivement où se trouve la réalité des faits. Ce qu'il faut, à mon niveau, retenir, c'est trois choses. L'action coercitive à outrance ne règle pas le problème. L'action ne règle pas le problème. Deuxièmement, le délit d'offense au chef de l'État, à mon niveau, n'est plus d'actualité. Dans des pays comme la France, depuis 2013, on l'a enlevé suite à l'arrêt de la Cour européenne de justice qui avait estimé que ceci était en contradiction avec la Constitution parce qu'on ne peut pas avoir des lois pour le président de la République et les lois pour les citoyens. Je pense que ça, à mon niveau, il faut l'enlever parce qu'ils sont aujourd'hui au pouvoir. Quand ils étaient dans l'opposition, l'avaient dénoncé à juste titre. Parce qu'à l'époque, avec cette disposition, ces personnes étaient arrêtées et condamnées. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait enlever cette disposition de notre armateur pour évoluer, pour tenir compte de cela. Ça va permettre d'apaiser les tensions. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément qui me paraît être le plus important aujourd'hui, c'est qu'il faudrait revenir à des fondements beaucoup plus responsables en matière de débat public. Je pense qu'on n'a pas besoin d'insulter. On n'a pas besoin de porter des accusations. Le débat politique doit être un débat argumenté, un débat articulé sur des thèses, un débat articulé sur des visions, sur des faits. Je pense que si on le fait, ceci va permettre quand même de pouvoir enlever tout ce qu'il y a comme insulte, tout ce qu'il y a comme accusation, permettre à l'opinion, aux citoyens d'avoir des informations plausibles, que le débat soit un débat qui est un débat argumenté, un débat d'idées. Malheureusement, de plus en plus au Sénégal, il y a plus d'émotions, plus d'invectives, plus d'insultes que de débats argumentés, le choc de programme, le choc des visions. Donc je pense qu'on est sorti de ce qui fait l'essence de la démocratie. La démocratie, c'est le choc des idées. La démocratie, c'est l'argumentation. La démocratie, c'est projet contre projet. La démocratie, c'est aussi la contradiction, mais dans le respect de la personne, dans le respect de la dignité. Moi, je crois à ces valeurs. Je ne crois pas aux insultes. Je ne crois pas au dénigrement et à la délation. Je crois à un débat franc, un débat argumenté
qui respecte la vie privée des gens et qui va permettre également aux citoyens, in fine, de pouvoir être des acteurs. Parce que ce dont il s'agit à l'heure actuelle, c'est de construire la citoyenneté. Or, ce que nous voyons tous les jours à travers les médias, surtout les réseaux sociaux sont en train de tuer en fait cette quête vers la citoyenneté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'arguments, parce que c'est les invectives, c'est la manipulation, c'est le fait de confondre le champ de la politique du champ de la vie privée. C'est le fait également de ne pas respecter la personne. Je pense que nous devons donc aujourd'hui tenir compte de cela. Et malheureusement, au Sénégal, on est arrivé dans une situation telle qu'on est dans une sorte de nébuleuse où on confond l'essentiel de l'accessoire, où on confond en fait ce qui fait sens et ce qui ne fait pas sens. Et dans ce cadre-là, je pense que l'action du pouvoir public peut être une action soit qui va dans le sens d'une régulation, réguler, ou bien dans le sens en fait d'une répression qui, à mon niveau, ne donnera aucune mesure, parce que la question, ce n'est pas de réprimer, la question c'est de refonder la politique, c'est de refonder un débat politique argumenté, permettant à des citoyens d'être au cœur d'une action politique qui se fait en se faisant, mais permettre également l'émergence d'une citoyenneté dans ce Sénégal du XXe siècle, où véritablement l'un des échecs de l'État postcolonial et de la classe politique, c'est qu'on a failli dans la création d'une citoyenneté assumée et responsable. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que la liberté d'expression est menacée au Sénégal suite à l'incarcération de Guy Marius Sagna et d'Adama Gaye? Non, moi je n'ai pas cette impression. Au contraire, je crois que le Sénégal, dans son espace sous-régional, est l'un des pays qui respecte le plus la liberté d'expression. Mais il faut qu'on clarifie ces choses-là. La liberté d'expression entre dans la grande famille de la liberté d'opinion, qui comporte entre autres la liberté de religion, qui me permettra de reporter sur une autre affaire qui entre. La liberté d'expression, c'est la possibilité d'exprimer sa position, c'est un droit de l'homme. On le reconnaît à l'homme en tant qu'il est un être pensant de pouvoir exprimer librement, sans contrainte, ce qu'il pense. Mais une liberté, elle se conçoit de façon assez topographique. Une liberté commence quelque part et s'arrête quelque part. Elle commence quelque part et s'arrête quelque part. Avoir la possibilité de parler ne nous donne pas la possibilité de dire n'importe quoi. Sur les deux cas que vous citez, le cas Guy Marius Sagna et Bamba Dagoué, moi je ne sais pas ce qu'on reproche à Guy Marius Sagna. J'ai fait, mais je crois que, pour être honnête, je ne sais pas ce qu'on reproche à Guy Marius Sagna. Par contre, pour ce qui concerne M. Gaye, alors, M. Gaye est allé en deçà de la ceinture. Le poste qui lui est attribué est un poste qui ne doit... C'est des propos qui ne doivent pas être tenus à l'encontre de quelqu'un. C'est attentatoire à la dignité de celui vers qui les propos sont destinés et c'est en contradiction frontale avec toutes nos valeurs. On aurait été en religion. Parce qu'on est dans un pays à 95% de musulmans. Mais dans la religion, accuser quelqu'un d'adultère, si les conditions ne sont pas établies, on vous tue. Donc, le propos que j'ai lu, il a traité le président de la République d'avoir organisé un lupanar et des choses assez malsaines dans une réunion de la CEDEAO. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas parce que, au-delà, avant d'être président de la République, M. Macky Sall est un père de famille. Il s'origine de quelque part. Il a des valeurs qu'il défend. Il a des parents, il a des marabouts, il a des amis. On ne peut pas entacher son honneur sans coup férir, fût-il un simple citoyen. Qui plus est, il devient président de la République. Le président de la République est la seule personne, est la seule institution capable de parler au nom du peuple sénégalais. C'est à lui que le peuple sénégalais a confié sa souveraineté. Il parle au nom et pour le compte du Sénégal. Il est mort en tant qu'être sensible pour renaître en tant qu'être juridique qui incarne totalement le Sénégal. Donc à ce titre-là, la protection qu'on lui doit est une protection qui doit aller au-delà de la protection d'un citoyen lambda parce qu'en tant que président de la République, il n'est pas citoyen lambda. Il est devenu citoyen extraordinaire du jour où il occupe la fonction la plus extraordinaire dans notre pyramide administrative. C'est pour cette raison-là qu'il nomme, dégomme, tous les pouvoirs qui lui sont donnés, ce sont des pouvoirs qui viennent concourir à structurer son statut. Et ce statut-là doit être accompagné d'une défense. On doit défendre le président de la République en tant qu'institution, en tant que Macky Sall, mais en tant qu'institution.
Il se réalise au moment où il devient président de la République une confusion entre sa personne et l'institution. Et à ce titre-là, il est protégé jusqu'à ce qu'il sorte de cette institution-là. Mais est-ce, comme l'a dit tout à l'heure M. Bamba Gaye, l'échec de la citoyenneté dans ce pays a-t-il été accentué par la présence des réseaux sociaux? Je ne suis pas convaincu qu'il y ait échec de la citoyenneté. Il y a une trajectoire de la citoyenneté sénégalaise qui est dans son mouvement de constitution et qui n'est pas encore arrivé à la maturité extrême. Les réseaux sociaux, oui. Les réseaux sociaux sont ce qu'on appelle un amplificateur. Un anonyme agissant. C'est un anonyme acteur. La dangerosité des réseaux sociaux, c'est également l'une de ses qualités. Les réseaux sociaux entretiennent des rapports entre des personnes qui sont éloignées, mais dans le même temps, ils créent de l'anonymat. Et derrière l'anonymat, on peut tout dire. On peut tout dire, tout et n'importe quoi. Donc, je suis d'accord avec lui quand il en appelle à un mécanisme régulatoire pour voir qui est fait. Mais c'est très difficile parce que l'hébergeur peut être ailleurs, tout ça. C'est très compliqué, mais il y a des règles ici au Sénégal qui sont qui encadrent ça. Il y a, par ailleurs, dans d'autres démocraties, des personnes qui ont été poursuivies au titre des postes qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Il y en a certains qui ont perdu leur travail, d'autres ont été emprisonnés pour ça. Mais il faut qu'on contienne la notion de liberté d'expression. La liberté d'expression, elle a des limites, une ampleur, mais également elle doit être réprimée. Les limites de la liberté, l'ampleur de la liberté d'expression peut ressortir autour de 3 axes. Le premier axe est un axe juridique, un axe axiologique et un axe religieux parce qu'on est au Sénégal, donc sociologique. D'un point de vue juridique, la liberté d'expression a des limites. On ne peut pas attenter à l'honneur de quelqu'un sans coup férir. Ça, c'est la limite objective tracée par la loi sur la liberté d'expression. D'un point de vue éthique, la liberté d'expression, ce n'est pas dire tout et n'importe quoi. Quand on est dans un corps social, il y a 2 juristes qui s'appelaient Lascaux et Poncelet qui disaient qu'une société organise sa mise en ordre par un double mouvement, d'une part d'affirmation de certaines valeurs et d'autre part de réprobation de leur envers. Notre société sénégalaise a organisé sa mise en ordre en réprouvant certaines valeurs et en acceptant d'autres. Tous les débats qu'on entend autour de l'homosexualité, quel est l'argument des gens qui le rejettent? Ils disent que la société sénégalaise, dans son fond axiologique, n'accepte pas ça. D'ailleurs, on n'a même pas de nom pour dire homosexuel. C'est des mix de noms là. Donc on a un fond axiologique qui, autrement appelé en droit, c'est l'ordre public. L'ordre public, selon Doyen Carbonnier, c'est le rocher sur lequel repose une société, qui est en même temps le repoussoir de ce que la société ne veut pas voir. Donc il y a un contenu. Ce contenu-là, c'est un contenu qui est tracé par l'éthique. Mais il y a un contenu religieux. Il y a des choses, parce que la société sénégalaise est un mixte de traditionnalité. L'éthique Tchédo et la société d'accaparement, on a vu, il y a cette belle théorie-là. Il y a quelque chose de religieux, il y a quelque chose de juridique, et avec cette mondialisation-là, il y a une ouverture au monde. Donc on doit trouver un point d'équilibre. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on est à un point de transition où il y a un monde passé qui n'est pas encore totalement révolu, qui est en train de faire face à un monde nouveau qui n'est pas totalement advenu. Dans ce croisement-là, il se réalise nécessairement un redimensionnement du champ intellectuel, une réflexion et une recherche nouvelle d'un point d'équilibre. Cette recherche nouvelle d'un point d'équilibre ne doit pas évacuer un certain nombre de valeurs qui nous définissent en tant que Sénégalais. Quand Senghor nous parle d'enracinement d'ouverture, il a bientôt fait de dire enracinement, mais cet enracinement, c'est porter en soi l'ensemble des valeurs qui définissent l'ipséité propre du Sénégalais. Et cette ipséité propre-là, elle irrigue et la religion, et le droit, et notre traditionnalité, et ces choses-là interdisent ce qui a été dit par Adama Gaye. Mais maintenant, cette liberté d'opinion-là, c'est une liberté de religion également. C'est une liberté de religion, et on va voir que toutes ces mêmes problématiques qu'on retrouve dans la liberté d'opinion, on la retrouve dans la liberté de religion. Aujourd'hui, on est en face d'une structure de la place qui sort un acte, une note de service en disant que, bon, il ne faut pas prier. Vous ne pouvez pas prier aux heures de travail. Rigoureusement, en droit du travail, ce texte-là, il n'est pas critiquable. Le texte, il n'est pas critiquable parce que dans le droit du travail, on ne voit nulle part où la loi permet qu'une personne puisse s'absenter de son poste pour aller prier. Ça n'existe pas. Par contre, le droit régit un corps social. Si le droit est en adéquation avec le corps social, il y a nécessité à adapter le droit. On ne peut pas vivre dans une société à 90%
99% des musulmans, et ne pas autoriser ces tolérances-là, ces mouvements qui permettent à quelqu'un d'aller effectuer son culte pour 5 minutes. Mais c'est tellement fallacieux cet argument-là que on le voit dans notre calendrier grégorien est serti de fêtes religieuses. Que le férié du Magal, Assomption, donc il y a de la religion. La religion est présente dans notre droit positif. Maintenant, il faut avoir l'intelligence de le faire. Je ne peux pas comprendre. Il a manqué d'intelligence stratégique. Il a manqué d'intelligence sociologique. Il a manqué d'intelligence émotionnelle face à une situation. On ne peut pas créer une entreprise qui prospère au Sénégal depuis 50 ans et dire que ceux qui font prospérer mon entreprise depuis 50 ans n'ont pas le droit de s'absenter pour 5 minutes et ne pas prier. Alors que, lorsque ces personnes-là restent plus de 30 minutes pour faire leur caisse, ce sont des personnes qu'on ne paye pas cette heure supplémentaire-là. Mais il ne faut pas trop vite maintenant aller dans le conflit, la répression. Il faut juste que les autorités législatives, l'Assemblée nationale, réfléchissent, se saisissent de la question pour dire, aujourd'hui, le droit du travail sénégalais permet que les musulmans qui doivent assurer leur culte 5 fois par jour et qu'ils ne font que 2 fois par jour lorsqu'ils sont au bureau. Parce que c'est 14h, 17h, au-delà ils sont partis. Avant ils ne sont pas encore venus. On leur permet 5 minutes pour aller faire leur culte. Et ça, la France, qu'est-ce qui s'est passé en France? Puisqu'on parle de l'élection musulmane, on est parlant de la Mauritanie qui est aussi un pays islamique. Hein, ça nous permet d'aller dans ce débat-là concernant l'élection de Ould Ghazouani qui remplace Aziz très rapidement. Parce que le temps que nous ayons parti est bientôt terminé. Hein? Oui, j'aimerais un peu rebondir sur la crise de la citoyenneté. C'est une question qui me tient à cœur. Au-delà de ce que vous avez dit, il faudrait ajouter autre chose. Il y a crise de la citoyenneté parce que les deux ressorts à partir desquels on transmet les valeurs dans ce pays, ces deux ressorts sont en crise. Il s'agit de l'école et de la famille. Absolument. Il y a une crise de la transmission. Des valeurs. Une crise de la transmission. Et les deux véhicules de transmission sont assurément l'école et la famille. On n'a pas le temps de revenir, etc. On pourrait organiser une émission spéciale sur la question de la citoyenneté au Sénégal. Absolument. Crise ou continuité. Absolument. Donc je suis partisan d'estime qu'aujourd'hui, il y a crise de la citoyenneté. Maintenant, pour rebondir sur cette question, qui est l'élection du président Ghazouani comme le premier président élu en Mauritanie et qui succède à un président. Avant, il y a eu Abdallah. Non, le président, oui, absolument. Il y a une alternance en Mauritanie qui s'est faite récemment. Pour d'aucuns, ce n'est pas une alternance, c'est une continuité, c'est une transmission de pouvoir. Je voudrais être très prudent sur ces caricatures de la presse pour relever 3 choses importantes. Lesquelles? La première chose qui me paraît être la plus importante, c'est que le président Ould Aziz a été contraint à ne pas briguer un troisième mandat. Et ça, c'est excessivement important. Alors qu'il y a des contre-exemples en Afrique où des présidents ont brigué un troisième mandat. Il a été contraint d'abandonner. Par quoi? Par l'armée? Il a été contraint d'abandonner. L'opinion? Il a été contraint d'abandonner. Il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est que dans son propre camp, il n'avait pas convaincu. Parce que beaucoup de ses partisans avaient assumé que son maintien au pouvoir pouvait être source de déstabilisation de la Mauritanie et que ce qui peut remettre en caution leur intérêt. Troisième élément, c'est qu'il y a une pression de l'opposition, mais en même temps, il y a le contexte international où véritablement, il n'a pas senti qu'il était soutenu. Il n'était pas soutenu ni au niveau africain, ni au niveau international. Je pense que ce sont ces pressions conjuguées qui ont fait que le président Ould Aziz ne soit pas présent. Donc, première chose à noter. Deuxième chose à noter, c'est que le président élu, le président Ghazouani, a été élu sur la base de contestation préélectorale et post-électorale. Tout le processus électoral a été dénoncé par l'opposition qui a remis en cause la fiabilité du fichier, la neutralité de l'administration et notamment de l'organe chargé d'organiser les élections. Le troisième élément, c'est que nonobstant cette contestation, on sent quand même une volonté de l'opposition mauritanienne à dialoguer. Je pense que ça a été un tournant important. Ils n'ont pas choisi le chaos. Ils ont dit, écoutez, nous contestons la régularité des élections, mais nous sommes ouverts au dialogue. Et l'actuel président, dans son premier discours, a montré qu'il veut dialoguer avec l'ensemble des Mauritaniens. Je pense que c'est des choses quand même qu'il faut analyser avant de pouvoir dire si ou non c'est une alternance ratée ou pas.
je vais rebondir sur cette question pour dire que la question, la stabilité de la Mauritanie nous intéresse en tant que Sénégalais. Parce que c'est un pays frère, un pays frontalier. Il faut dire que depuis les événements de 90, on n'a pas eu... Les relations entre la Mauritanie et le Sénégal ne sont pas entièrement pacifiées. C'est des relations qui sont en dents de scie. Il y a des problèmes. Et ces problèmes aujourd'hui, c'est des problèmes qu'il faut analyser avec froideur, avec objectivité. Parce que la découverte du pétrole et du gaz dans une zone frontalière entre nos deux pays a créé une dimension géopolitique qu'il faudrait gérer avec beaucoup de tact. Parce qu'in fine, si ce pétrole-là devient source de friction, cela va encore aggraver les tensions latentes entre les deux pays. Or, si nous parvenons à avoir une perspective d'exploitation commune pour unifier en fait nos deux économies, créer des ponts, voir que nos destins sont des destins communs, qu'il y a intégration, cela peut aider même un aplanissement des tensions en Mauritanie. Parce que, in fine, le contexte géopolitique régional peut être un élément aggravant la situation politique intérieure, comme ça peut être un élément qui va décrisper. Et je pense que nous devons travailler dans le sens d'une décrispation pour permettre aux forces de progrès en Mauritanie de pouvoir émerger. Parce que ces forces de progrès aujourd'hui, et je vais m'arrêter là, sont dans une situation très critique. Parce que la Mauritanie est un pays à polarisation multiple, un pays où véritablement il y a beaucoup de discrimination, beaucoup d'inégalités, et qui fait que le pouvoir a été entre les mains d'un groupe depuis 60 ans. Et ce groupe-là, aujourd'hui, ne va pas lâcher prise et considère que l'opposition est une menace à ses intérêts. Et cette opposition qui est disparate, parce qu'on voit toutes les facettes, Tawassoul, le mouvement IRA, etc., l'opposition démocrate, cette opposition n'a pas à avoir une lecture claire du type de rupture qu'il faut apporter. Et c'est là toute la difficulté. Et nous devons accompagner ces forces de progrès et ces forces démocratiques pour que la Mauritanie puisse jouer ce rôle. Et espérons que ce président-là va aller dans le sens de l'histoire. Non pas pour être la continuation de la politique du président Abdelaziz, mais un homme de rupture. Et je pense que l'histoire peut nous réserver des surprises. On l'a vu ce qui s'est fait en Angola, où on a pensé que le président Lorenzo était un pantin du président Dos Santos. Il a admirablement redressé la situation pour mettre l'Angola sur une perspective également beaucoup plus démocratique de gestion de ses ressources. Il est en train de mettre fin à une gestion patrimoniale de la famille du président depuis plus de 30 ans. Donc si cette histoire aujourd'hui se répète en Mauritanie, nous pensons que cela peut être quelque chose de tout à fait important. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Et la dimension géopolitique que nous allons tout à l'heure aborder sur la question avec Barkhane nous permettra de mieux comprendre les enjeux. Malheureusement, le temps que nous sommes partis est terminé. Les caméramans nous font signe que nous avons largement dépassé le temps que nous sommes partis. Je remercie beaucoup Serigne Bamba Gaye, analyste politique spécialiste des relations internationales du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, ancien fonctionnaire du système des Nations Unies, Ibrahima Malik Thioune, analyste politique, enseignant et juriste. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission, l'équipe de ITV et l'équipe aussi de iRadio. Merci, au revoir. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.